À 11h47, le 29 mai 1943, le capitaine James Hartwell réduisit les gaz de ses 4 moteurs Cyclone droits et regarda sa formation disparaître dans le lointain devant lui. Il pilotait un Boeing YB-40 immatriculé 42, quelque part au-dessus de la mer du Nord, entre l'Allemagne et l'Angleterre. L'appareil pesait 64 000 livres, soit 10 000 livres de plus que les B-17F standards qui s'éloignaient de lui à 180 000 par heure. Son bombardier décroissait et décroché au-dessus du territoire ennemi signifiait mourir. Hartwell avait 26 ans, 42 missions de combat, plus d'heures au combat que la plupart des pilotes de la 8e Air Force. Il avait vu ce qui arrivait au traînard. Les chasseurs allemands tournaient autour des formations de bombardiers, comme des requins attendant qu'un appareil se retrouve isolé. Panne moteur, dommages de combat, problème de carburant. Peu importait. Dès qu'un bombardier quittait la formation, il était mort. Les autres bombardiers ne pouvaient pas ralentir pour l'attendre. La mission passait avant tout. Toujours. Le YB-40 était censé résoudre un problème qui tuait les équipages de bombardiers américains à un rythme que la 8e Air Force ne pouvait plus supporter. Entre janvier et mai 1943, 173 B-17 avaient été abattus au-dessus de l'Europe. Cela représentait 1730 hommes morts, capturés ou disparus. Le problème n'était pas la flak allemande. La flak était prévisible, survivable. Le problème était les chasseurs allemands, les Focke-Wulf 190 et les Messerschmitt 109, qui harcelaient les formations sans opposition, car les P-47 Thunderbolt américains n'avaient pas le rayon d'action pour les escorter jusqu'au cœur de l'Allemagne. Les bombardiers volaient seuls dans l'espace aérien allemand, et les Allemands les massacraient. Le premier bombardier que Hartwell perdit fut le 4 février 1943. Il ne volait pas ce jour-là. Il se trouvait dans la salle de briefing à Bassam-Bourne, regardant les équipages partir pour une mission se rendant. L'un d'eux était piloté par le lieutenant William Shen, 24 ans, originaire de l'Oregon. Shen était arrivé en Angleterre 3 semaines plus tôt. C'était sa 4e mission. Hartwell avait discuté avec Shen la veille au soir. Shen avait peur. Tout le monde avait peur. Mais Shen ne parvenait pas à le cacher. Il posait sans cesse des questions sur les attaques de chasseurs, sur ce qu'il fallait faire si la formation se dispersait, sur le temps qu'il fallait pour se vider de son sang après un impact de canon. Hartwell lui avait donné les réponses classiques. Reste en formation, garde tes mitrailleurs en alerte, fais confiance à ton ailier, n'y pense pas trop. Le B-17 de Shen fut touché 15 minutes après avoir pénétré l'espace aérien allemand. Hartwell l'entendit à la radio. Le leader de la formation signala des chasseurs à 2 heures en haut. Puis la voix de Shen, jeune, paniquée. Ils arrivent droit sur nous. Attaque de front. Puis des rafales, des cris, puis plus rien. Le B-17 de Shen s'abattit avec 3 moteurs en feu. Le chasseur allemand était arrivé de 12 heures à niveau, précisément là où les armes défensives du B-17 étaient les plus faibles. Le bombardier n'avait que 2 mitrailleuses de 50 calibrées à l'avant, maniées par le bombardier et le navigateur. Mais ces armes étaient montées sur support flexible. Elles ne pouvaient pas tirer droit devant. Il existait un cône de 30 degrés directement devant le B-17, où les armes ne pouvaient pas suivre une cible. Les pilotes allemands le savaient. Ils en profitaient. Ils arrivaient vite de face, tiraient leurs canons de 20 mm à bout portant, puis rompaient avant que les tourelles dorsales ou ventrales puissent les prendre en ligne de mire. Ça fonctionnait, et ça continuait à fonctionner. En avril, la 8e Air Force perdit 63 bombardiers, la plupart abattus par des attaques frontales. Le 2e bombardier que Hartwell perdit était piloté par le capitaine Robert Morrison. Morrison était chef de vol, expérimenté, 28 missions. Il avait survécu à des attaques qui avaient tué tous les autres dans sa formation. Il savait voler dans une flaque intense, savait garder son équipage calme. Le 17 avril, la formation de Morrison attaqua Brême. Les chasseurs arrivèrent par vagues. Des Focke-Wulf 190, 6 à la fois, attaquant de front. Le bombardier de Morrison, le lieutenant James Parker, tira avec sa 50 jusqu'à ce que le canon surchauffe. Parker était bon. Il toucha 2 chasseurs, mais le 3e passa. Les obus de 20 mm remontèrent le nez du B-17, traversèrent le compartiment du bombardier, puis le cockpit. Morrison mourut sur le coup, ainsi que son copilote, ainsi que Parker. Le bombardier quitta la formation et s'écrasa en vrille, dans la campagne allemande à 400 000 par heure.
Personne n'en réchappa. Hartwell vit tout depuis 1000 pieds plus haut. La traînée de fumée, l'impact au sol, l'explosion. Puis il continua à voler, parce que c'est ce qu'on faisait. On continuait à voler et on n'y pensait pas avant la fin de la mission. Début mai, le problème était incontestable. Les chasseurs allemands avaient percé la faiblesse du B-17 et abattaient les bombardiers plus vite que la 8e Air Force ne pouvait les remplacer. Il fallait changer quelque chose. La solution vint du colonel Curtis LeMay, commandant du 305 TH Bomb Group. L'idée de LeMay était simple, si le problème était un armement insuffisant à l'avant. Ajoutez-en. Beaucoup plus. Prenez un B-17F standard et transformez-le en plateforme volante armée. Ajoutez une seconde tourelle dorsale. Mettez des doubles 50 au poste de taille au lieu de simple. Ajoutez des doubles 50 au poste de l'opérateur radio. Ajoutez plus de munitions, plus de blindage, plus de mitrailleurs. Transformez le bombardier en chasseur d'escorte, capable de voler avec la formation et de déchiqueter tout chasseur allemand tentant une attaque frontale. L'Army Air Force approuva le concept. En mars 1943, elle commanda à Lockheed la modification de 25 B-7F en YB-40. Les modifications furent importantes. Le YB-40 emportait 16 armes au lieu des 11 habituelles. Il disposait de 11 000 cartouches de 50 au lieu de 6 000. Il avait du blindage supplémentaire autour des postes de tir. La soute à bombes fut convertie en stockage de munitions. L'appareil ne pouvait plus emporter de bombes. Ce n'était plus un bombardier. C'était une plateforme d'armes volantes conçue pour abattre des chasseurs allemands. Sur le papier, le YB-40 était exactement ce dont la 8e Air Force avait besoin. 4 d'entre eux dans une formation créeraient un mur de feu défensif qu'aucun pilote allemand ne pourrait traverser. Hartwell reçut son YB-40 fin avril. Il l'avait demandé. Il voulait agir après avoir vu mourir tant de bombardiers. Le YB-40 était différent d'un B-17 standard, plus lourd. Les commandes étaient plus lentes. Le poids supplémentaire affectait tout. Les courses au décollage étaient plus longues, les taux de montée plus faibles. Mais une fois en l'air et en formation, il était solide, stable. Les armes supplémentaires donnaient confiance à l'équipage de Hartwell. Son mitrailleur de tourelle dorsale, le sergent-chef Thomas Hay, dit que cela donnait l'impression de voler sur un destroyer plutôt qu'un cargo. Plus de puissance de feu, plus de protection. Hay avait effectué 19 missions. Il avait vu 3 appareils différents lui être abattus sous les pieds. Il avait été blessé 2 fois. Il voulait ses armes supplémentaires. La première mission de combat des YB-40 eut lieu le 29 mai 1943. Objectif: Saint-Nazaire, les bassins de sous-marins sur la côte française. 13 YB-40 volèrent avec la formation, mélangée à 135 B-17 standards. Hartwell volait dans l'élément de tête, position aile droite. Son copilote était le capitaine Richard et sans lien avec le mitrailleur. Richard est, 24 ans, du Texas, 31 missions. Il s'était porté volontaire pour le programme YB-40, après la mort de son meilleur ami dans un bombardier touché par une attaque frontale, et voulait la revanche. Il voulait abattre des chasseurs allemands. Le YB-40 lui en donnait la possibilité. La formation franchit la côte française à 25 000 pieds. La flaque commença immédiatement. Des éclatements noirs d'obus de 88 mm, des dizaines, encadrant la formation. Hartwell traversa, effectua de petites corrections pour éviter le tir prédictif, garda sa position. La flaque ne pouvait abattre un B-17 que par impact direct. C'étaient les chasseurs qu'il fallait craindre. Les chasseurs arrivèrent à 10h43. Des Focke-Wulf 190, une vingtaine peut-être, plongeant d'au-dessus et de face. Ils se mirent en position pour des attaques frontales. Exactement ce contre quoi les YB-40 avaient été conçus. Le mitrailleur dorsal de Hartwell ouvrit le feu à 800 yards. Les doubles 50 martelèrent. Les traceuses s'élancèrent. Les autres YB-40 de la formation ouvrirent le feu également. Le volume de tir était stupéfiant. Les chasseurs allemands rompirent leur attaque. 2 d'entre eux furent touchés. L'un d'eux roula sur le dos, inversé, et plongea en laissant une traînée de fumée. L'attaque échoua. Les YB-40 avaient fonctionné. Pendant les 40 minutes suivantes, les chasseurs allemands tentèrent 6 fois encore de percer la formation. À chaque fois, les YB-40 les repoussèrent par un tir concentré. L'équipage de Hartwell tira 2400 cartouches. Ils revendiquèrent 2 chasseurs endommagés, peut-être détruits. Les autres équipages YB-40 revendiquèrent cette victoire au total.
La formation largua ses bombes sur l'objectif et fit demi-tour vers l'Angleterre. Aucun bombardier ne fut perdu. 0. C'était la première mission sur Saint-Nazaire où la 8e Air Force n'avait perdu aucun appareil. Le programme YB-40 semblait être un succès total. Puis vint le vol de retour. Les B-17 Standard avaient largué leurs bombes. Chaque bombardier avait lâché 6000 livres d'explosifs sur l'objectif. Ils étaient maintenant légers, rapides. Ils accélérèrent à 190 000 par heure en régime de croisière. Les YB-40, eux, n'avaient rien largué. Ils portaient encore toutes leurs charges de munitions, leurs blindages supplémentaires, leurs tourelles additionnelles. Ils pesaient 64 000 livres. Ils ne pouvaient pas suivre. Hartwell poussa les manettes des gaz, augmenta la puissance, au régime de montée juste pour maintenir la vitesse de la formation. Ces moteurs consommaient du carburant à un rythme prévu pour le combat, pas pour les 4 heures de vol-retour vers l'Angleterre. Richard vérifia les jauges de carburant. Il brûlait 50 gallons par heure de plus que prévu, et fit le calcul de tête et dit à Hartwell qu'il tomberait en panne 30 minutes avant d'atteindre la côte anglaise. Il ne pourrait pas rentrer. Le leader de la formation remarqua que les YB-40 décrochaient. Il ralentit toute la formation à 180 000 par heure. Cela aida, mais cela mit l'ensemble de la formation en danger. Une vitesse plus basse signifiait plus de temps dans l'espace aérien allemand. Plus de temps pour que les chasseurs se regroupent et attaquent. Les YB-40, conçus pour protéger la formation, la mettaient maintenant en péril. À 11h47, au-dessus de la mer du Nord, le moteur numéro 3 de Hartwell commença à tousser. La pression d'huile chutait. La température montait. Le moteur avait tourné à haute puissance trop longtemps. Il lâchait. Hartwell mit l'hélice en drapeau et coupa le moteur. Il volait maintenant sur 3 moteurs, encore plus lourds, encore plus lents. Il ne pouvait plus maintenir 180 000 par heure. La formation s'éloigna. Hartwell et son YB-40 se retrouvèrent isolés. Richard suggéra de larguer les munitions, de se débarrasser du poids, d'accélérer et de rattraper la formation. Hartwell y pensa, mais jeter 5000 livres de munitions par les portes de la soute, au-dessus de l'océan, lui semblait du gaspillage. Ils étaient au-dessus de la mer du Nord. Les chasseurs allemands opéraient rarement aussi loin de la côte. Ils pouvaient y arriver. Et vérifia à nouveau les jauges, refit ses calculs, et dit à Hartwell qu'ils atteindraient la côte anglaise, avec peut-être 10 minutes de carburant restante. Peut-être, si les autres moteurs tenaient, s'il n'y avait pas de vent de face, si rien d'autre ne tournait mal. Hartwell continua à voler. 3 moteurs, consommation maximale, décrochant davantage à chaque minute. Ils y arrivèrent de justesse. Hartwell atterrit à Bassenbourn à 13h42, avec un moteur qui toussait par manque de carburant. Quand le chef d'équipage vérifia les réservoirs, il restait 47 gallons. 4 minutes de vol. 4 autres YB-40 ne rentrèrent pas. 2 amérirent en mer du Nord. Un s'écrasa à l'atterrissage, moteur mort. Un effectua un atterrissage d'urgence sur un terrain avancé, avec des dommages de combat et une panne moteur. Sur les 13 YB-40 partis en mission, seulement 8 regagnèrent leur base. Et aucun n'avait engagé de chasseurs allemands après avoir quitté la zone cible. Le problème était évident. Le YB-40 fonctionnait parfaitement comme plateforme défensive, tant que la formation transportait ses bombes. Mais dès que les bombes étaient larguées, les YB-40 devenaient un handicap. Ils ne pouvaient pas suivre. Ils consommaient trop de carburant en essayant. Soit ils décrochaient et devenaient des cibles faciles, soit ils ralentissaient toute la formation. La 8e Air Force employa les YB-40 sur 15 missions supplémentaires, entre mai et août 1943. Les résultats furent constants. Les YB-40 repoussaient efficacement les attaques des chasseurs allemands, mais ils ne pouvaient achever les missions, sans mettre en danger soit eux-mêmes, soit la formation. Le 13 juin, un YB-40 décrocha au-dessus de Brême et fut abattu par des chasseurs. L'équipage mourut. Le 22 juin, 2 YB-40 entrèrent en collision, en essayant de maintenir la vitesse de formation. Les 2 s'écrasèrent, 12 morts. Le 24 juillet, un YB-40 tomba en panne de carburant, au-dessus de la Manche et amérit. L'équipage fut sauvé, mais l'appareil perdu. En août, les statistiques étaient claires. Les YB-40 avaient effectué 164 missions de combat. Ils avaient revendiqué 14 chasseurs allemands détruits. Mais 8 YB-40 avaient été perdus, un taux de perte supérieur à celui des B-17 standards.
sur les mêmes missions. Le problème fondamental était le poids. Le YB-40 était trop lourd pour opérer efficacement. Dans une formation où tous les autres appareils devenaient progressivement plus légers au cours de la mission, aucune puissance moteur ne pouvait compenser 10 000 livres de poids supplémentaires. Quand tous les autres bombardiers avaient largué leurs bombes et volaient légers, l'Army Air Force tenta des modifications. On réduisit la charge de munitions. On retira une partie du blindage supplémentaire. Mais chaque réduction de poids signifiait diminuer l'efficacité du YB-40 comme plateforme armée. Si on le réduisait assez pour égaler la vitesse de la formation, il n'était plus supérieur à un B-17 standard bien équipé. Le programme fut annulé en août 1943. Tous les YB-40 furent reconvertis en B-17 standard ou relégués à des tâches d'entraînement. Le concept du bombardier escorteur mourut. La vraie solution arriva 4 mois plus tard. En septembre 1943, le P-51 Mustang commença à arriver en Angleterre, avec des réservoirs largables qui lui donnaient l'autonomie pour escorter les bombardiers jusqu'à Berlin et retour. Les escorteurs de chasse résolurent le problème que le YB-40 n'avait pas pu résoudre. Ils étaient assez rapides pour suivre, assez manœuvrants pour le combat tournoyant, et ils n'avaient pas besoin de rester en formation. Début 1944, les chasseurs allemands avaient perdu le contrôle du ciel au-dessus de l'Allemagne, non pas parce que les bombardiers avaient plus d'armes, mais parce que les chasseurs avaient plus d'autonomie. James Hartwell effectua au total 63 missions. Il survécut à la guerre, rentra en Californie, devint pilote commercial chez United Airlines. Il pilota des DC-6 et DC-7 pendant 20 ans. Dans une interview en 1967, il déclara que le YB-40 était le meilleur appareil qu'il ait jamais piloté. Ça n'avait pas marché. Le concept était bon. L'exécution était impossible. On ne peut pas ajouter du poids à un avion et s'attendre à ce qu'il ait les mêmes performances que la version légère. La physique ne fonctionne pas comme ça. Richard Hay, son copilote, resta dans l'Air Force après la guerre. Il pilota des B-29 en Corée, des B-52 pendant la guerre froide, prit sa retraite comme lieutenant-colonel en 1968. Il disait à ses élèves que le YB-40 lui avait appris la leçon la plus importante de sa carrière. Les bonnes intentions ne triomphent pas d'une mauvaise conception. On peut vouloir que quelque chose marche. On peut en avoir désespérément besoin. Mais si la physique de base est contre vous, ça ne marchera pas. Aucun courage ni aucune compétence ne peut réparer un concept fondamentalement mauvais. Le programme YB-40 coûta à l'Army Air Force 3,2 millions de dollars. En 1943, environ 55 millions d'aujourd'hui. 25 appareils furent construits. 8 furent perdus au combat. Les autres furent ferraillés ou reconvertis. Aucun n'a survécu. Il n'y a pas de YB-40 dans un musée. Pas de monument aux équipages qui les ont pilotés. Le programme fut classé comme un échec et oublié. Mais les hommes qui les ont pilotés, qui ont essayé de protéger leurs camarades bombardiers, avec un appareil incapable d'achever sa mission, eux n'étaient pas des échecs. Ils essayaient de résoudre un problème impossible, avec les outils dont ils disposaient. Parfois, en guerre, les bonnes idées ne marchent pas. Parfois, la solution parfaite sur le papier meurt dans la pratique. Le YB-40 fut l'une de ces solutions. Parfait en théorie, fatal en exécution.